Bonjour à tous et bienvenue durant ce live Facebook, de la Foire du Livre, aujourd'hui en compagnie de Alix Garin. Bonjour Alix Garin. Bonjour. Vous êtes venue donc nous présenter votre album Ne m'oublie pas aux éditions du Lombard, qui est votre premier album si je ne m'abuse, et qui raconte donc l'histoire de Clémence dont la grand-mère souffre d'Alzheimer. Clémence qui va tout faire pour lutter contre finalement cet état de fait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors avant d'entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire donc une rencontre entre vous et moi, quelques questions que je vais vous poser par rapport à cet album. Nous avons avec nous la présence d'Elisa Firouzfar, comédienne de son état, qui va nous lire quelques témoignages de personnes dont les proches sont malheureusement en fin de vie. Et donc vous, Alix, pendant ces témoignages, vous allez donc dessiner en direct pour les spectateurs et les spectatrices de la Foire du Livre. Elisa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Du coup, je vous laisse commencer et je vous laisse du coup vous devant vos écrans d'ordinateur, regarder cette performance. Je vous en prie. Le mythe du parfait grand-père à la vie longue. Le parfait patriarche avec son Alfa Romeo. Le footeux en petit short moulant Adidas. Le bel homme charmant. Le travailleur qui a réussi une ascension sociale. L'exemple de la Renaissance après le débarquement en Normandie. Dans mes souvenirs de cet appartement parisien, il y avait beaucoup de rire, beaucoup de sport, mais aussi une agressivité constante. On va dire qu'il y avait une prestance et un bagout. Si la mémoire de ma grand-mère commence à partir, l'adulation de son mari ne part pas. Il est mort le jour de l'anniversaire de ma mère. C'est pas plus mal qu'il soit parti maintenant. On s'est toutes dit ça à son enterrement. Quand les premiers symptômes de la maladie ont commencé à apparaître chez ma grand-mère, ma famille s'est cherché des excuses. Ça arrive à tout le monde d'oublier ses clés ou son sac de courses. Elle est juste un peu fatiguée, rien de bien grave finalement. Et puis un jour, elle n'a pas trouvé le chemin de la maison. Un voisin a dû la ramener du marché. À partir de là, tout a dégénéré très vite. On s'est lancé dans une course de 8 ans contre la maladie. Mais elle avait déjà pris trop d'avance sur nous. Elle est morte en 2015. Les médecins nous ont demandé de la laisser partir, d'arrêter l'acharnement thérapeutique. J'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas la violence de cette demande. La laisser partir, c'est un bel euphémisme pour la faire mourir. On a fini par accepter, des remords plein le cœur. Mais ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'avais déjà dit adieu à ma grand-mère 2 ans plus tôt. Je lui avais dit au revoir la dernière fois qu'on a ri ensemble, la dernière fois qu'elle m'a reconnue, qu'elle me regardait tout droit dans les yeux et qu'elle a prononcé mon nom. C'était un dimanche, il faisait beau et nous avons chanté en nous promenant autour de la résidence. Bonjour, voici mon témoignage. 8 février 2017. Ouvrir les yeux et savoir qu'à 19h, une des personnes qu'on aime le plus au monde passera de l'autre côté. La dignité dans la mort, aussi belle soit l'idée, aussi beau soit ce droit de choisir de mourir en paix, il n'en reste pas moins difficile d'en être un spectateur passif. 7 heures. C'est exactement dans 12 heures que tout se passera. J'ai de la colère mêlée à une énorme tristesse. Je n'ai aucune envie de sortir de ce lit. J'ai la sensation que tant que je ne poserai pas les pieds sur le sol, le temps est à l'arrêt. Je n'ai pas envie d'accepter. J'ai envie de rattraper la vie, de faire changer les choses, d'enlever les mots qui l'empoisonnent. Je veux des petits déjeuners sans fin à parler de la vie, qu'elle me conseille, qu'elle écoute ses histoires et rire. Je voudrais retrouver ce moment tremper des sucres dans des cafés au lait à partir de la sortie de l'école. Capturer tous ces moments, écrire chaque mot, chaque sensation, ancrer des odeurs. Je suis privilégiée d'avoir eu une telle proximité avec elle. Vivre la majorité de sa vie avec sa grand-mère, c'est quelque chose de précieux. Je ne suis pas encore prête à me retrouver à 2 générations seulement. Pourtant, cela fait plusieurs mois que je suis revenue en urgence, le cœur serré à l'idée qu'elle ne soit plus là quand j'arrive. Nous avons passé ces derniers mois ensemble, pour le meilleur et pour le pire.
Je me berce en faisant défiler des photos de ces 9 derniers mois, la convalescence sur les terrasses durant l'été, ta perte d'appétit, tes traits qui se tirent, nos petites capsules vidéo que je capturais de temps à autre pour d'autres, retracer l'histoire, les discussions qui ont mené à l'acte de ce jour. C'est beau, c'était dur parfois, mais je suis quand même triste. Je suis tout de même heureuse d'avoir capturé ces moments. 9 heures. Il faut enfiler son sourire, se faire belle parce que c'est comme ça qu'elle nous aime et bourrer ses poches de mouchoirs. Pour elle, la coquetterie est une forme de politesse. Elle est resplendissante. Chaque cellule de son corps est en accord avec le choix qu'elle a fait. Chacune, à notre tour, nous avons droit à notre dernier petit moment à deux. Elle me donne un livre, le livre de la joie. Cela raconte une histoire entre Desmond Tutu et le Dalai Lama. C'est le dernier prêt pour toujours. Il y a des post-it dedans. Je ne les enlèverai jamais. C'est comme un code quand je me perds, quand elle me manque, quand j'ai besoin de conseils. Elle me manque déjà. Ces derniers conseils sont piquants, tranchants. Je regarde beaucoup par la fenêtre. Je regarde son reflet et je m'empêche de pleurer. Elle me charge de la maquiller lors de sa mise en bière. Une petite trousse avec ce qu'il faut est prête pour ce job qu'elle m'a confié. C'est le tour de quelqu'un d'autre. 1h15, c'est trop peu. Je pars déambuler à l'extérieur voir une amie. Je voudrais sortir de cette vie pour un instant. Tout semble irréel. Parfois, j'aimerais que le monde s'arrête. Je dois reprendre mon souffle. Nous nous retrouvons toutes et tous autour d'elle pour notre dernier repas ensemble. Elle est si belle. Son rouge à lèvres, ses cheveux blancs impeccables. Elle porte un des foulards que je lui ai ramenés de Mumbai et une djellaba. Nous mangeons ensemble en riant. Elle qui ne mangeait plus, l'annonce de la faim lui ouvre l'appétit. L'équipe médicale en charge de cet acte arrive. Nous sommes plusieurs dans cette chambre pour accompagner son départ. Notre microscopique famille et d'autres personnes invitées pour l'occasion. Il fait noir dehors. Je n'arrive plus à respirer. C'est trop fort pour moi ce renoncement à la vie. Je dois sortir pour reprendre mon souffle, mais je veux être là. On se tient la main. Les choses sont lentes et tellement rapides. Un dernier regard. Elle est partie. Silence. Adieu. On dit adieu à quelqu'un qu'on aime en dernière minute. On n'a presque pas eu la force de le faire. Il a fallu le courage d'un frère. On le dit au bout de la ligne téléphonique, en sachant qu'on n'aura pas de réponse car elle ne peut plus répondre. On croit qu'elle nous entend, on espère qu'elle nous comprend, on croise les doigts qu'elle soit consciente, comme on les a croisés en espérant qu'elle allait s'en tirer. On dit adieu, la gorge si serrée que les mots passent à peine, terrée au fond de son lit, pensant à elle dans le sien. On dit merci, trop tard. On le dit parce que on perd la tête de sincérité. On fait tout juste pas un coming out, le premier qui ne servira à rien et qui serait égoïste parce que sans risque de conséquences, juste pour s'alléger soi, pas elle. Et c'est elle qui a besoin d'une bouffée d'oxygène. Ensuite, on parle à l'infirmière. On la remercie aussi. On oublie presque tout ce qu'on a dit, vidé. On se sent traître de ne pas savoir si on veut que le message soit passé ou passé au-dessus. On pleure à en sombrer. Au réveil, on apprend ce qu'on sait. Un peu plus tard, elle est décédée. Ma grand-mère est morte du Covid début avril 2020. Merci beaucoup, Elisa. Merci. Alors, le temps que Alix termine son dessin, et donc le temps de m'adresser à vous, j'avais juste une question pour vous, Bien Elisa. sûr. La lecture de ces textes est vraiment très, très émouvante. Est-ce que ça vous demande, du coup, pour vous en imprégner, de prendre un peu de distance par rapport au témoignage, ou bien justement, ça vous demande d'aller chercher quelque chose de plus profond au fond de vous?
Ben, personnellement, évidemment, c'est des expériences qu'on peut tous avoir traversées un jour dans notre vie, directement ou indirectement. Et même si moi, j'ai essayé de maintenir une distance, naturellement, en fait, il y a quelque chose qui se passe en nous parce que cette expérience nous parle, quoi. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette Avec magnifique plaisir. lecture qui, je pense, aura plu aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Alix, je vais me tourner vers vous. Donc, votre ouvrage parle de la maladie d'Alzheimer, parle de quelque chose qui est assez fatal finalement, quelque chose qui est qu'on ne peut pas empêcher malheureusement, mais pourtant il y a beaucoup d'optimisme à la lecture de cette histoire. Est-ce que c'était important pour vous de contrebalancer justement ce sujet un peu plus douloureux, un peu plus difficile avec cette espèce d'optimisme sans fin dont fait preuve Clémence notamment? Absolument. C'était vraiment un parti pris dès le départ parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Mais la vie, elle est comme ça, elle est faite de difficultés, de choses très très douloureuses à affronter. Et malgré cette atmosphère, parfois, peuvent se produire des petits miracles au quotidien, des moments très drôles, des moments très légers. On l'a vu dans les témoignages, il peut encore y avoir de très très beaux moments aussi d'une grande intimité. Et ça fait partie du spectre de la maladie. Ce n'est pas que de la tristesse, ce n'est pas que de la souffrance. Et distiller comme ça ces petites notes de joie me paraissait vraiment essentiel, à la fois pour la sincérité, mais aussi pour que la lecture soit plus facile à accueillir. Ils sont importants pour vous, vous pensez, ces petits moments, justement, ces petites bulles d'oxygène pour les personnes qui souffrent de maladies, comme pour les personnes qui les accompagnent? Oui, parce que sans ça, en fait, ce serait encore plus insoutenable que ça ne l'est déjà. Donc il faut absolument s'accrocher à ça, les accueillir, ouvrir les yeux sur leur existence, parce que c'est vrai que parfois on est un peu débordé par notre tristesse, quand on voit comme ça des gens qu'on aime, souvent dont on est très proche, souffrir. Et donc il faut rester attentif à ce genre de moments et les savourer. On a tendance justement à imaginer que les personnes qui souffrent, là pour le coup d'Alzheimer, ne se rendent peut-être pas compte des situations dans lesquelles ils ou elles se trouvent, de ce qu'ils sont en train de vivre. Et vous nous prouvez tout à fait le contraire, en fait, en écrivant cet album. Vous prouvez qu'en fait, les gens, malgré tout, il y a des choses qui reviennent, il y a des sensations, des émotions qui sont toujours bien présentes. Absolument, et parfois c'est encore plus terrible. Ces moments où les malades prennent conscience du fait qu'ils perdent pied, c'est souvent les moments les plus douloureux pour eux. Mais bon, ça laisse aussi à nouveau la place à des moments à nouveau d'échange avec les personnes qu'on a connues, qui changent, qui évoluent au fur et à mesure de la maladie. Et ces petites fenêtres qui s'ouvrent sur leur présent, il faut vraiment s'engouffrer dedans et les savourer à nouveau. Et c'est ça qui fait toute la différence aussi, j'imagine. Alors, je vais vous poser une question qu'on a certainement dû vous poser plusieurs fois, mais quelle est finalement la part de biographie et de fiction que vous avez mis dans ce récit? Et du coup, pourquoi avoir choisi, si c'est le cas, du coup, de raconter cette histoire sous le prisme principalement de la fiction? En effet, donc Ne m'oublie pas est une fiction, et ça me tenait vraiment à cœur d'en faire une fiction parce que je trouve que c'est la meilleure manière, paradoxalement, de toucher le plus grand nombre. La fiction, c'est vraiment on laisse au lecteur la libre appréciation de placer lui-même les émotions qu'il a envie, à partir d'un personnage qui n'existe pas, que j'ai bien sûr nourri de ma propre expérience, parce que j'ai été confrontée dans ma famille à des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer, et c'est vrai que c'est terrible. Et c'est terriblement douloureux de se sentir complètement impuissant face à ça. Et ça crée beaucoup de frustration, et je pense que c'est de cette frustration qu'est venue l'envie de faire un récit qui traitait de cette maladie, mais vraiment en filigrane, parce que c'est pas le seul sujet de Ne m'oublie pas. Il y a une grande part du passage à l'âge adulte, des relations intergénérationnelles, des relations intrafamiliales, et ça forme un tout que j'ai nourri de mes propres expériences, mais ça suffisait pas, il fallait vraiment en faire quelque chose d'autre, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de la fiction. Et justement, ces autres sujets qui se retrouvent dans l'album, on en parlera un peu plus tard. Moi, je voulais vous demander la relation entre Clémence et sa grand-mère. Est-ce qu'elle a vraiment été, dès le départ, très très présente et très très importante dans votre tête? Est-ce que ça a été vraiment pour vous quelque chose de nécessaire à mettre en place? Tout à fait, ça c'était le point de départ vraiment de mon écriture. C'était l'histoire d'une jeune femme, de sa grand-mère. Et au départ, c'était vraiment le noyau dur, je savais pas trop quoi mettre autour. Et en fait, c'est au fur et à mesure des prises de notes, parce que je prends beaucoup de notes à l'étape du scénario, que les choses se dessinent, entre guillemets, dans ma tête, et qu'elles prennent forme. Et il faut comme ça les affiner. Ça m'a pris 6 mois pour écrire le scénario. 6 mois où j'y pense 24 heures sur 24, où je prends plein de notes à n'importe quel moment de la journée. Et à partir de cette espèce de masse informe de notes et d'intentions,
il faut les recouper et vraiment scénariser l'histoire. Et c'est une étape difficile, je trouve, le scénario d'une bande dessinée, et surtout que c'est le squelette ensuite de l'album, et je pense que la qualité de l'album dépend à 90% de son scénario. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux et ça demande beaucoup de boulot. Est-ce que dans la création, mais justement, du personnage de Clémence, de sa relation avec sa grand-mère, de sa relation avec sa mère, on en parlera plus tard, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles que vous n'avez pas réussi à mettre ou exprimer comme vous l'auriez peut-être voulu dans cet album, où vous vous êtes dit peut-être que ça risquerait d'alourdir trop le récit? Est-ce qu'il y a des choix que vous avez dû faire et que vous auriez peut-être préféré faire autrement? J'ai pas de regrets. Sans doute, si c'était à refaire aujourd'hui, je le referais autrement. Et c'est pas grave. Et je suis émue de voir ce que j'ai pu faire à ce moment-là de ma vie. Voilà, peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais qu'importe, c'est ça que j'ai fait. Et il faut aussi accepter les erreurs et les approximations, parce qu'il y en a plein. Aujourd'hui, voilà, avec le recul, je les vois. Mais c'est pas grave, et ça dit aussi quelque chose de qui j'étais à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des éléments de cette histoire justement qui vous ont surpris, des éléments, des petits moments auxquels vous ne vous attendiez pas en écrivant et qui se sont finalement imposés à vous? Plein, oui, il y en a plein. Lequel, par exemple la scène du bain, par exemple. J'allais y revenir. Voilà, c'est une scène dont beaucoup de personnes me parlent, pour ceux qui n'ont pas encore lu l'album. Donc Clémence donne le bain à sa grand-mère pour simplement l'aider, l'assister dans cette tâche quotidienne que beaucoup de personnes malades, et pas seulement, juste des personnes âgées, ne peuvent pas accomplir seules. Voilà, ça, je sais que c'est une pensée qui m'a traversée d'un coup. Il faut qu'elle lui donne le bain. Et au moment où j'ai eu cette pensée, je me suis dit, waouh, il faut absolument raconter ça, parce que ça fait partie du quotidien des personnes âgées, de leurs aidants proches. C'est extrêmement tabou, et je sais que ça va faire tiquer les gens. Parce que moi-même, quand cette pensée m'a traversé l'esprit, elle m'a fait tiquer. Et je me suis dit, oh, dessiner cette scène où Clémence même entre dans la baignoire avec sa grand-mère, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, et pourtant qui est absolument primordial à montrer, à donner à voir, parce que plein de personnes traversent ça. Et voilà, et là je me suis dit, waouh, ça je le mettrai, quoi. Oui, parce qu'il y a tout ce passage où Clémence regarde la peau de sa grand-mère, la peau qui est fripée, qui est un peu, qui n'est pas sa peau à elle finalement. Et puis il y a tout ce passage du temps aussi qui est pas mal mis en avant. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre album, c'est justement qu'on passe à la fois du présent au souvenir de Clémence et que les deux s'alternent à chaque fois. Est-ce que ces moments de souvenir justement aident Clémence et par extension le lecteur, la lectrice, les lecteurs, la lectrice et les personnes qui accompagnent les personnes souffrantes à mieux comprendre la situation? Tout à fait. Non seulement ça les aide à mieux comprendre la situation, simplement parce que ça aide à bien connaître la backstory des personnages. Voilà, qui sont-ils, d'où viennent-ils, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Ça donne du corps, je trouve, aux personnages. En tout cas, c'était vraiment pour ces raisons-là que j'ai décidé de jouer comme ça avec des flashbacks. Et en même temps, dans un deuxième temps, c'est un peu ça aussi la maladie d'Alzheimer, quoi. C'est des bonds entre le présent, le passé, tout ça par fragments, et ça s'entremêle, et parfois on ne sait plus très bien à quel moment, dans quelle temporalité on se trouve. Donc ça faisait un peu d'une pierre deux coups, quoi. Parce qu'il y a un vrai sentiment de nostalgie aussi quand on voit les souvenirs qu'a Clémence avec ses grands-parents. Est-ce que vous vous êtes nourri peut-être de votre propre nostalgie par endroit pour raconter ça? Oui, je suis quelqu'un de très très sensible à la nostalgie. C'est une émotion qui m'habite beaucoup. Et particulièrement à la période où j'ai écrit Ne m'oublie pas, j'en étais vraiment pétrie, et je voulais retranscrire ce sentiment dans mon écriture. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, évidemment, la maladie d'Alzheimer n'est pas le seul sujet de cet ouvrage. Il y avait vraiment cette relation intergénérationnelle, donc entre Clémence, sa mère, sa grand-mère, où on voit vraiment trois femmes avec une backstory différente, avec des origines différentes, avec des manières de penser différentes, qui se retrouvent confrontées les unes aux autres et qui ne pensent peut-être pas de la même manière. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous de retranscrire dans ces relations, justement? Leur subtilité. J'avais très peur de tomber dans la caricature, parce que c'est très facile quand on écrit de la fiction, justement. Donc oui, ça, je marchais un peu sur des œufs, j'ai essayé de faire très attention, et je pense que pour ça, il faut absolument aimer absolument tous ces personnages, vraiment les aimer d'amour, et tous leur donner des enjeux, savoir comment ils pensent, pourquoi ils pensent comme ça, voilà, et les construire sur base toujours de nos propres expériences, je pense, parce que ça aide à être sincère, à savoir de quoi on parle, parce que sinon ça sonne faux. Voilà. Ok, parce que sans trop en dévoiler,
la relation entre Clémence et sa grand-mère va aussi amener à une autre relation, à construire finalement une autre relation. C'était important pour vous de le montrer de cette façon-là? Oui, tout à fait. Et je pense qu'on peut le dévoiler. C'est aussi l'histoire d'un passage de flambeau entre trois générations de femmes. Ça aussi, ça me tenait beaucoup à cœur. Parce que voilà, j'ai beaucoup de femmes très fortes dans ma famille et ce sont des femmes qui m'ont inspirée. Donc, je voulais parler de ça. Et oui, je voulais parler de comment, d'une génération à l'autre, parfois on peut créer des liens, créer des ponts, que des gens peuvent nous relier, quoi. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que il faut effectivement aimer tous ces personnages quand on les met en scène. Dans l'album, il y a quand même des personnages qui sont un peu plus difficiles à apprécier. Je pense à des personnages secondaires, comme par exemple dans le bar, ou le petit ami que Clémence a au début du récit. Comment est-ce qu'on écrit des personnages antagonistes comme ça? Comment est-ce qu'on arrive à leur donner chair sans vraiment les détester au final, quoi? Ah, bonne question, c'est difficile à répondre. Alors là, j'avoue, je fais ça un peu au feeling, quoi. Ouais. Un petit peu au hasard. J'ai malheureusement pas de recette miracle. Voilà, les personnages antagonistes, ils ont un rôle hyper important dans toutes les histoires, dans toutes les fictions du monde. Ils valent autant que les héros. Donc il faut qu'ils soient là vraiment pour donner du fil à retordre aux héros, pour mettre du sel dans l'histoire, parce que sinon les choses sont trop faciles. Évidemment. Donc ils sont extrêmement importants et c'est ça qui les rend importants et, à mes yeux et qui fait que je les aime aussi, quoi. Parce que c'est des pièces super importantes dans le puzzle de l'histoire. Et qui permettent aussi à Clémence et à sa grand-mère de franchir des étapes au fur et à mesure du récit, quoi. Alors il y a cette maison qui est tout le long du récit présente comme l'espèce d'objectif, de but à atteindre. Pourquoi avoir choisi justement ce retour des deux personnages, donc pour nos spectateurs et spectatrices qui découvriront peut-être l'album plus tard, donc Clémence et sa grand-mère partent ensemble dans la maison d'enfance de la grand-mère de Clémence. Pourquoi avoir choisi justement cette maison comme fil conducteur à l'histoire? Parce que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, bien souvent, vivent loin dans leur passé, souvent dans leur enfance, et ils ont souvent cette obsession de retrouver les lieux ou les gens de leur enfance. Et c'était le cas pour ma propre grand-mère qui a été malade, et c'était vraiment un sujet qui revenait tout le temps dans sa tête, tout le temps à sa bouche. Et c'est pour ça que ça me paraissait cohérent. En plus, je voulais faire un road trip. Je voulais qu'elle parte, voilà, qu'elle quitte tous les lieux qu'elle connaisse. Il fallait que l'histoire se déroule dans un lieu qui soit pas familier à aucune des personnages. Donc pour ça, le road trip, c'est parfait. Et ce but assez métaphorique de la maison d'enfance me paraissait cohérent. Et alors du coup, c'est ça qui moi, me marque dans votre histoire, c'est que la grand-mère, comme j'imagine beaucoup de personnes atteintes d'Alzheimer, a parfois des moments de lucidité qui sont très 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 poignants. Pourquoi les avoir retranscrits de cette manière-là? Parce que je pense que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Comme je le disais tout à l'heure, ces petites fenêtres de conscience, ces petites fenêtres de lucidité où ils prennent conscience un peu de l'état grabataire dans lequel ils sont, à quel point ils ont oublié leur environnement, ils sont les premiers à en souffrir, les malades. Donc, et d'assister à ça en tant qu'aidant proche, en tant que famille, en tant qu'amis, en tant que parents, on est complètement impuissant. Et on voudrait faire tout ce qu'on peut et on ne peut rien faire. Donc voilà, je pense que c'est de cette impuissance qu'est née la volonté de le raconter tel quel, c'est-à-dire d'une manière très brute. Oui, parce que cette et très histoire, triste. Oui, effectivement, mais c'est surtout une histoire d'acceptation finalement de la situation, de la maladie, et puis d'acceptation de soi aussi, parce que comme vous l'avez précisé tout à l'heure, dans cette histoire, il y a plusieurs thématiques, il y a notamment la question de la sexualité qui est abordée, de manière parfois très très douce, de manière très poétique, très sensuelle, et puis parfois de manière très agressive, très pas violente, mais on sent que c'est très conflictuel. Pourquoi avoir représenté justement la sexualité de Clémence de cette façon-là? Alors, je pense... En fait, je voulais faire de Clémence un personnage non hétérosexuel pour des questions, parce que voilà, c'était des sujets qui me travaillaient beaucoup au moment de l'écriture. Et je trouve ça important de créer des représentations de personnages non hétérosexuels où c'est pas du tout le sujet de l'histoire. Ouais. Et là, pour le coup, dans Ne m'oublie pas, c'est pas le sujet, quoi. Clémence, elle fait 1m75, elle est brune et elle est non hétéro. Et on n'en sait pas plus dans le fond. Voilà, ça fait partie de son histoire, de sa personnalité, de ce qui la travaille. Mais voilà, je trouve ça important de porter ce sujet vraiment à un second degré, que ça devienne normal et qu'on ne soit pas obligé de faire un album qui raconte l'histoire de Clémence non hétérosexuelle, qui va à la recherche de sa sexualité, etc., etc. Il en faut, il y en a plein et c'est génial et c'est super important. Mais voilà, j'avais envie d'en faire un non-sujet.
Et parce que dès le départ, c'est comme vous dites, quelque chose qui est là, c'est un état de fait, Voilà. et on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, justement. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la relation entre Clémence et sa mère, qui n'est pas du tout la même que celle que Clémence peut avoir avec sa grand-mère? En fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce moment où on quitte l'adolescence, où on commence à devenir un adulte, mais pas tellement, on est un peu dans un espèce d'entre-deux, et je pense que c'est le moment où, en tout cas pour ma part, il y a eu ce déclic, il faut pardonner ses parents. C'est quelque chose vraiment de particulier, de très, très sensible, indicible un petit peu comme sensation, comme sentiment. Et quand je me suis rendu compte que ça m'était arrivé, j'avais envie de le raconter. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans l'histoire. Oui, parce que la mère de Clémence, la mère de Clémence, donc la fille de la grand-mère de Clémence par extension, semble beaucoup moins révoltée finalement par la maladie donc, de la grand-mère. Elle ne l'est pas du tout au final, jusqu'elle l'a acceptée différemment. Oui, c'est ça, elle l'a accepté différemment. Et pour l'histoire, c'était important aussi de montrer les différentes approches qu'on peut avoir quand on est confronté à la maladie d'un proche. La mère de Clémence, elle a aussi elle a un point de vue différent de celui de sa fille, elle a beaucoup plus d'expérience. Et évidemment, elle appréhende les choses d'une autre manière. Et il fallait le représenter aussi, c'était important. On n'est pas tous armés de la même manière et on n'appréhende pas les choses de la même manière. Et il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon, loin de là. Oui, bien sûr. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous êtes pas mal nourri de votre expérience personnelle. Est-ce que vous avez été à la rencontre d'autres personnes qui auraient vécu une expérience similaire? Est-ce que vous avez rencontré du personnel soignant, par exemple, des gens en institution, pour vous inspirer ou pour être le plus juste possible dans cette histoire? Non, pas du tout. Okay. Et c'était vraiment une volonté, justement, de ne pas aller à la rencontre, etc., parce que je ne voulais pas faire une histoire sur la maladie d'Alzheimer. C'est un sujet beaucoup trop complexe, très très pointu. J'ai aucune prétention à la matière. Donc voilà, la maladie était vraiment là en filigrane. Je me suis inspirée des expériences auxquelles j'ai été personnellement confrontée. Et ça me suffisait, je voulais pas aller plus loin. Et c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, dans les retours que j'ai, c'est beaucoup de personnes qui sont confrontées de près ou de loin à cette maladie. Et ils me disent, c'est tout à fait ça. Je vois ma mère, je vois mon père, je vois mon grand-père, ma grand-mère. Alors qu'en fait, je suis partie de 2 personnes de mon entourage qui ont eu cette maladie. Donc, comme quoi, à partir de petits détails justement hyper précis, qui appartiennent vraiment à une seule personne, ça ouvre les portes de l'identification d'une manière beaucoup plus efficace que de vouloir vraiment faire des définitions, des symptômes, et patati et patata, avec beaucoup de nuances. Donc voilà, c'était un parti pris. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on part vraiment d'une situation qui est presque anecdotique finalement, qui est très précise, de deux personnages, et en fait finalement ça a parlé au plus grand nombre, et c'est ça qui est très très fort. Ça vous a surpris ces retours? Oui, ça m'a surpris. J'avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre puisque c'est mon premier livre. Je voulais pas mettre la barre trop haut pour pas être déçue. Je me disais voilà, advienne que pourra, et d'avoir ce flot de retours d'horizons super variés, ça m'émeut vraiment. Ça me touche très profondément et je me dis waouh, que tout ça n'était pas vain, quoi. Mais du coup, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est votre premier livre, c'est votre première histoire. Pourquoi être parti directement sur ce sujet? Ça fait longtemps qu'il bouillonnait en vous, cette envie de raconter cette histoire? Pas cette histoire en particulier, non. Elle est venue d'une manière assez fluide, mais les relations grands-parents-enfants, ça c'était un sujet qui me travaillait beaucoup, dont je voulais parler. Surtout, je suis surprise que c'est pas un sujet qui est beaucoup traité dans la fiction, alors que n'importe qui a eu la chance de connaître ses grands-parents, que ça se soit bien ou mal passé, c'est vraiment des relations souvent qui laissent des marques très très intenses, qui marquent notre enfance. Donc ça, je voulais vraiment m'attaquer à ce sujet-là. Alors, ça veut dire du coup quoi? Que le personnage de Clémence et son caractère a été fortement influencé par sa grand-mère dans l'histoire, c'est bien ça? Dans l'histoire, oui. Mais d'ailleurs, on le voit dans les flashbacks de Clémence, on voit à quel point ses grands-parents ont été marquants pour elle. C'est rassurant de se rendre compte finalement qu'on est plus proche de notre famille qu'on a pu l'imaginer à un moment de notre vie. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ça vous est arrivé aussi? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr, oui, parce que bon, comme beaucoup d'adolescents, il y a un moment où on veut vraiment s'affranchir un peu de ce cocon familial, et je pense que c'est extrêmement important pour le développement de tout un chacun, comme ça, de rompre les liens. Mais je pense qu'ensuite vient un moment où c'est important de les reconstruire, parce que trop tard arrive plus vite qu'on le croit. Très joliment dit.
Ce qui est aussi très frappant, c'est la douceur de votre dessin, c'est la douceur de votre trait. Vous racontez quelque chose de finalement assez triste, assez émouvant, mais avec un dessin assez léger qui rappelle des dessins de Cartoon Network. Je pense notamment à à Rebecca Sugar avec Steven Universe. Est-ce qu'il y avait cette volonté d'aller justement chercher quelque chose de léger finalement, mais qui en apparence n'est peut-être pas tant que ça? Alors là, pour le coup, il y avait aucun parti pris parce que c'est vraiment mon dessin tel qu'il est le plus naturel. Et vu l'ampleur du bouquin de 100 pages, je ne pouvais pas prétendre essayer de modifier ma manière de dessiner parce que ça se serait vu, je me serais trahi. Donc voilà, j'ai laissé mon dessin évoluer tel qu'il est, sincèrement. Et puis oui, voilà, après, je me nourris d'énormément d'influences. Et c'est marrant parce que quand j'étais à Saint-Luc-Liège, où j'ai fait mes études de bande dessinée, mon dessin, à l'origine un peu cartoon, justement, me complexait très fort par rapport aux histoires très sensibles que je voulais raconter. Je voulais raconter des tranches de vie, voilà, être dans le roman graphique, et j'avais l'impression qu'avec ce dessin humoristique, je pouvais pas raconter des choses sérieuses. Pourquoi? Bonne question. Je sais pas, peut-être. Je pense qu'à l'époque, je manquais d'influence. Je manquais de références de romans graphiques. J'en avais pas encore lu suffisamment pour justement avoir ce déclic. Et puis un jour, brutalement, voilà, je l'ai eu et je me suis dit, en fait, on s'en fout. Et ce dessin cartoon, donc très expressif, va d'autant plus me servir à raconter les choses subtiles que j'ai envie de raconter. Et à partir de ce moment, je me suis totalement affranchie et ça m'a fait du bien et j'ai beaucoup évolué. Bah oui, parce que c'est vrai que finalement, on a tendance à penser qu'un dessin sérieux doit raconter et doit servir une histoire sérieuse, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous le prouvez très très bien dans cet ouvrage. C'est quoi vos plus grosses influences finalement? Puisqu'on parlons d'un point de vue purement technique, c'est quoi vos influences? Qu'est-ce qui vous a nourri? Qu'est-ce qui vous nourrit même encore maintenant en matière de bande dessinée? Ma première source d'influence, c'est qu'enfant, j'ai été abonnée au journal de Spirou toute mon enfance. Donc ça, c'est vraiment mes premières lectures. J'ai fait mes premières armes avec ce magazine. Ensuite, à l'adolescence, ma mère est une très bonne lectrice de bande dessinée. Elle avait une très chouette bibliothèque des années 80, début du roman graphique à suivre, et notamment Comès. Ça a vraiment été une grosse claque. Et ensuite, quand je suis arrivée à Saint-Luc, évidemment, là, j'ai rencontré plein de gens, plein de profs qui m'ont fait lire énormément de choses. J'ai eu un cours d'histoire de la bande dessinée qui a été vraiment fondateur pour moi, pour ma culture de la bande dessinée. Et à partir de là, je peux même pas citer un seul auteur, mais allez, il y en a qui me viennent comme ça. Pedrosa, Alfred, Bastien Vives. Voilà, ça a été des lectures qui m'ont vraiment ébranlé. Blast de Manu Larsenet. Waouh, quand j'ai fermé Blast, je me suis dit, oh, on peut aussi faire ça en bande dessinée. C'est incroyable. Et en fait, les possibilités sont infinies. Et c'est plein de promesses et j'adore ce médium. Et vous le disiez tout à l'heure, Manu Larsenet est quand même parti d'un dessin très humoristique, très cartoon. Et finalement, ces histoires se sont pas noircies, mais il a abordé des sujets de plus en plus durs, de plus en plus difficiles. Vous pensez que vous pourriez aussi être amené à faire ça par la suite? J'aimerais bien. Alors, d'un point de vue toujours purement graphique, est-ce que les personnages de Clémence, de sa mère, de sa grand-mère vous sont venus facilement? Ou bien ça vous a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion, beaucoup d'allers-retours? Non, c'est venu d'une manière assez fluide. Et en fait, en règle générale, j'aime bien que les choses soient fluides. Pour moi, si quelque chose coince trop ou si vraiment ça sort pas, c'est qu'il faut chercher ailleurs. Donc j'aime bien quand ça se fait d'une manière limpide. Est-ce qu'il y a eu des défis graphiques véritablement dans cet album, des choses que vous avez eu du mal à exprimer ou au contraire des choses qui se sont passées beaucoup plus simplement que vous ne l'auriez pu l'imaginer? Dessiner la voiture, ça c'était... Ça c'est le cas pour beaucoup de gens malheureusement. Moi je suis pas très mécanique, je préfère dessiner les visages en quelques traits. Donc oui, ça c'était un peu un défi en soi. Et puis oui, tout ce qui est les environnements en règle générale, c'est vrai que c'est moins mon fort. Donc souvent je me contente de planter le décor. Voilà, on sait où on se trouve et ensuite c'est plus important et je le dessine plus. C'est à la fois un petit peu par fainéantise et en même temps aussi pour des raisons gain de temps et d'énergie et aussi se focaliser sur ce qui m'importe moi, c'est-à-dire les personnages, leurs émotions, qu'est-ce qui se passe entre eux. Donc vous avez dû vous faire un peu violence pour cette histoire, c'est ça? Mais il faut, parce que sinon alors on tombe vraiment trop dans la facilité et ça se ressent aussi pour le lecteur. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu, je pense. Mais alors du coup, tous les lieux que Clémence et sa grand-mère visitent tout au long de l'histoire, ils sont imprégnés de quoi finalement? Est-ce que ça vient de choses que vous avez vécues personnellement? Est-ce que c'est des endroits qui vous rappellent quelque chose à vous aussi finalement? Ou bien ce sont des endroits complètement imagés? Tous les endroits sont complètement imaginés.
sauf le café où elle joue au dé. Oui. Ça, c'est un café qui existe vraiment dans le village de mes grands-parents. Que vous voulez peut-être nous présenter, histoire que les gens qui nous regardent aient peut-être envie d'y aller. C'est un café à Avennes, un petit village de SB où ont grandi mes grands-parents. Okay. Et pourquoi avoir choisi spécifiquement Parce que c'est un endroit complètement hors du temps qui est tenu par un couple de cafetiers. Enfin, maintenant, il reste que le monsieur depuis des dizaines d'années. J'y suis pas allée souvent, j'y suis allée quelques fois, mais c'est vraiment un lieu qui est figé dans le temps et où il y a une atmosphère vraiment très très particulière dans cet endroit. Et c'était un petit clin d'œil que j'avais envie de faire aux personnes qui connaissent cet endroit. C'est intéressant que vous parliez d'endroits figés dans le temps, quand on parle d'un ouvrage qui parle justement de la maladie d'Alzheimer et donc de souvenirs très précis. Moi, la question que j'avais aussi envie de vous poser, c'est à l'heure actuelle, les personnages féminins sont de plus en plus représentés, de plus en plus importants. Et il était grand temps que ça arrive. Vous y avez déjà partiellement répondu tout à l'heure, mais est-ce que c'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur de représenter, encore une fois, des personnages féminins, parce qu'il y a très peu de personnages masculins, je pense notamment au père de Clémence, qui n'est jamais mentionné. Il y a le grand-père, bien sûr, mais est-ce que ça avait une importance pour vous de raconter ces histoires-là plutôt que d'autres? Oui, je voulais raconter l'histoire de 3 générations de femmes. Ça, c'était vraiment une volonté. Parce que voilà, moi je suis une femme, j'ai des expériences de femme et j'avais envie de parler de ces expériences de femmes. Comme vous l'avez dit, c'est de plus en plus le cas et c'est merveilleux parce que ça ne peut que enrichir la bande dessinée, la fiction en règle générale, apporter un nouveau regard, apporter de nouvelles histoires, de nouvelles expériences au plus grand nombre parce que c'est pas du tout un livre qui s'adresse aux femmes. Donc voilà, ce female gaze, il est salvateur et il apporte une bouffée d'air frais et c'est vraiment super. Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que finalement, cet ouvrage, même s'il traite de 3 femmes, il touche énormément de monde qui se reconnaissent dans votre histoire. Ça vous fait plaisir de savoir ça? Oui, parce que c'était le but. Enfin, je veux dire, je fais pas ça pour moi-même parce que sinon je le ferais pas, je me donnerais pas autant de mal. C'est vraiment pour le lecteur, c'est à lui que je pense quand j'écris, quand je dessine. Et donc de voir que j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire une histoire qui touche le plus grand nombre, bah pour moi c'est bingo quoi. Alors une dernière question que je vais vous poser du coup, c'est par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez prévu pour la suite. Est-ce qu'on a déjà prévu quelque chose? Est-ce que vous avez déjà quelque chose en tête? Ou bien est-ce que vous laissez un peu le temps Je me suis laissé un peu le temps de laisser décanter. J'en ai profité pour faire d'autres projets, plutôt de commandes pour des magazines comme Topo, Phosphore, etc. C'était très chouette. Et là, tout doucement, il y a des idées qui se profilent et j'ai envie de me remettre à l'écriture. Je peux pas en dire plus parce qu'il n'y a pas une seule ligne écrite, donc je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ça me manque déjà d'écrire, donc je vais m'y remettre. Écoutez, en tout cas, on a hâte de vous lire et on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci Alice Guérin d'avoir été avec nous pour nous présenter. Donc, ne m'oublie pas aux éditions du Lombard. Merci Elisa Firoussoir d'avoir été avec nous également pour ces magnifiques témoignages. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, on se retrouvera très prochainement pour un prochain live. Merci à tous et à toutes. Au revoir.